Bien. Mesdames, Messieurs, nous avons conclu notre parcours funéraire en terminant sur les questions de défense contre les morts en colère et dangereux et les conflits qui pouvaient naître entre associés d'une même concession funéraire. Après avoir examiné les différents agencements des nécropoles, nous avons ouvert le dernier chapitre de l'analyse. Elle portait sur les témoignages archéologiques, sur le culte périodique célébré autour des tombes. Les fêtes du calendrier public et les inscriptions privées retrouvées dans les cimetières l'attestent. Je précise encore qu'il ne faut pas s'attendre à des services religieux célébrés par des prêtres dans des temples. Le lieu du culte funéraire est le cimetière, et exclusivement le cimetière, et ces prêtres sont les chefs de famille et les proches des défunts et des défuntes. Lors des funérailles et des deuils publics, un collège de prêtres peut recevoir la tâche de faire les offrandes collectives près de la tombe, mais il faut comprendre que dans ces cas particuliers, tous les citoyens, avec les magistrats et les prêtres, sont en deuil et peuvent donc officier dans l'espace de la mort. Les inscriptions funéraires attestent amplement l'existence de sacrifices, de banquets et même de jeux funéraires auprès des tombes. Ces services ont lieu plusieurs fois par an, lors des parentalia de février, bien entendu, mais aussi lors de l'anniversaire du mort, des fêtes des roses et des violettes, quand on fleurissait les tombes. Lorsqu'elle est orientée vers la recherche de ces traces, notamment à la surface des nécropoles, l'archéologie peut livrer des données précises sur le culte funéraire. Les tombes comportent des dispositifs destinés à recueillir des libations et souvent précédés de tuiles, plaques, mensae, petites tables, pour recevoir les petits bûchers sur lesquels sont brûlées les offrandes funéraires. Mais souvent aussi, les offrandes sont faites à même la terre, sur les bûchers ou dans des fosses même. Des exemples récents de tombes aristocratiques en Gaule-Belgique ont apporté des témoignages détaillés et spectaculaires sur l'existence pendant un siècle et demi d'un culte funéraire. Et j'en étais arrivé là, et nous avions vu que cette tombe de Goeblange-Nospelt, notamment, qui avait dans le tumulus toutes ces fosses qui comportaient une série de monnaies qui nous menaient du début de notre ère, en gros, un peu avant le début de notre ère, jusqu'à l'époque de Marc Aurèle, sont quelque chose d'extrêmement intéressant. Et on a trouvé également d'autres traces en surface, à côté de la chambre funéraire, qui nous donnent moins d'informations, puisque là, il n'y a pas les monnaies et on ne peut pas les identifier. S'agit-il là de cultes funéraires réguliers ou de cultes liés à la fermeture de la tombe? C'est impossible de voir. Mais même à propos de ces fosses, si nous n'avions pas les monnaies, nous ne pourrions rien dire. Mais là, elles sont vraiment datées. Sommes-nous en face donc de commémorations régulières ou d'autres choses? Une piste supplémentaire peut s'ouvrir grâce à une autre découverte faite par l'équipe de Goeblange. Peu après le premier dépôt, mettons vers le milieu du IIe siècle, le plafond de la chambre funéraire, du tumulus, c'était du bois, n'est-ce pas? Tout cela avait pourri. Le plafond de la chambre funéraire s'est effondré, créant un trou dans lequel disparut complètement notre dolium. Cet effondrement fut réparé, puisque c'était toujours occupé. La ferme existait. La dépression fut fermée et bordée de grosses plaques de grès. Mais le plus extraordinaire est qu'au centre de cette dépression, et vous le voyez là, parmi d'autres objets, furent trouvées 2 statuettes féminines. La première est un buste, la seconde, relativement abîmée, mais enfin très reconnaissable, représente une dame assise sur un fauteuil en osier, tenant une pomme dans chaque main, les bras posés sur des accoudoirs. Sur ses genoux est couché un petit chien. Sur la tête, elle porte une calotte. Faites-moi confiance, les photos, même dans la publication, ne le prouvent pas, mais le type de ces dames assises est très connu et les spécialistes de ces terres cuites ont parfaitement pu reconnaître le type précis dont il s'agit.
Ce type de représentation se retrouve un peu partout, mais généralement hors contexte, et leur identification n'est pas toujours certaine. Ici, on peut songer à une référence à la dame enterrée, qui semble avoir eu un rôle important dans la famille ou dans la région. Son souvenir s'est apparemment perpétué jusqu'au IIe siècle, puisqu'il y avait un culte régulier, et avec la restauration de la tombe, on a en outre mis ces deux statuettes. Sans faire le rapprochement avec le culte des matrones, si intensément pratiqué dans la proche colonie de Cologne, un culte qui serait lié aux clans familiaux, l'héroïsation, sans doute exprimée par ces statuettes, engage à envisager cette possibilité. Les fouilleurs signalent qu'un buste et une statuette de femme assise ont été découverts également à Arlon, un vicus de la même colonie des Trévires qui est à 15 km de là. Mais cette fois-ci dans une tombe plus modeste. Mais ça n'empêche pas une héroïsation dans le cadre familial. Je renvoie également à la nécropole de Vathon, dont nous avons parlé, où la réparation du plafond de la tombe, n'est-ce pas, qui s'était effondré, qui a été réparé, a donné lieu à la déposition d'un sacrifice animal. Enfin, l'exemple de la tombe et du temple d'Avenches, du site du lieu-dit Enchapli à Avenches, confirme ce type d'évolution d'une simple tombe riche en lieu de culte, dont il n'est pas certain qu'il s'agisse encore à la fin d'un culte funéraire. Une riche tombe de femme, donc vous avez une des routes qui s'éloignent d'Avenches, vous avez deux mausolées plus tardifs, très, très riches, des monuments funéraires, et puis ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là de la nécropole. Vous avez d'abord une inhumation de femmes dans un enclos, et puis tout un ensemble de monnaies, je crois qu'il y a 80 monnaies ont été jetées autour du bûcher. Dans un premier temps, c'est une tombe à crémation datant de 80 à 30 après notre ère, entre 80 avant et 30 après notre ère, qui fut dans un premier temps recouverte d'un tumulus et entourée d'un enclos. Et la tombe avait été creusée dans l'espace même du bûcher. Au-dessus du bûcher et sur le tumulus qui était à côté ont été trouvées 80 monnaies qui témoignent vraisemblablement des commémorations. C'est toute cette tache rougeâtre. Et vers 25-30 après notre ère, le tumulus fut nivelé et un temple à galerie est construit autour de la tombe. La défunte fut donc, c'est la conclusion des fouilleurs d'Avenches, héroïsée après une période qu'on ne peut pas mesurer exactement, mais qui, comme à Gueblange, comporte plusieurs générations. Arrivés à ce point, nous pouvons maintenant revenir en arrière et présenter des réflexions conclusives. Sur les rites funéraires, c'est juste de voir, c'est justa, que les vivants doivent aux défunts. Avant de le faire d'un point de vue général, je voudrais tout de suite en extraire une question encore ouverte sur laquelle je crois pouvoir présenter quelques idées neuves. C'est celui de la réinvention de la crémation au 1er siècle avant notre ère. Nous avons traité, au début de ce cours, de la question compliquée du repassage des Romains de Rome et d'Italie de l'inhumation à la crémation au début du 1er siècle avant notre ère. Nous avons conclu que c'était pour des raisons rituelles. Nous avons exclu que c'était pour des raisons religieuses et rituelles et adopté l'opinion courante que c'était pour des motifs autres que cette tendance s'est diffusée jusqu'au IIe siècle de notre ère. Pas plus que pour ce qui s'est passé au 1er siècle avant notre ère, nous n'avons d'indication claire sur les motifs de cette évolution. Au IIe siècle, on commence de nouveau à inhumer leurs morts. Certes, nous avons vu que cela se fait partout, dans tout le monde occidental en tout cas, mais aussi que cette pratique de la crémation ou de passage de nouveau à l'inhumation n'est pas universelle et que ce n'est toujours qu'une partie d'une nécropole, voire une partie des tombes, qui adoptent ce rite plutôt que l'inhumation.
Et pareillement, de la même manière, le principe de la variété fait que la crémation se poursuivra encore longtemps après le IIe siècle. Les idées qui seront présentées ne concernent donc que ceux qui ont cru bon d'adopter la pratique de l'inhumation, de la crémation à partir du début du 1er siècle avant notre ère. Il faut partir des funérailles du dictateur Sylla en 78 avant notre ère, qui furent spectaculaires et ont certainement marqué les esprits. Le dictateur fut enterré de façon triomphale, avec les magistrats, le Sénat, l'armée, comme dans un triomphe. Et il eut l'honneur insigne d'être enterré en plein Champ de Mars. On ne sait pas exactement où son tombeau se trouvait, on le situe de cette manière-là, mais c'est purement hypothétique. Mais un terme doit être souligné dans l'allusion que Lucain, dans la Pharsale, y fait. Lucain le situe au centre dans la partie centrale du Champ de Mars, et il parle d'un tumulus, Javier Arce a attiré l'attention sur le fait que le tumulus, la tombe circulaire, était le mode de tombeau privilégié des triomphateurs du 1er siècle avant notre ère, et qu'il a déterminé la forme du mausolée d'Auguste. Dès Sylla, on trouve ce type de tombe à Rome et ailleurs. Il suffit de songer au tombeau de Cecilia Metella sur la Via Appia, qui date du début de l'époque augustéenne, à celui de Munatius Plancus, le fondateur de Lyon, près de Gaète, construit en 15 avant notre ère. Arce a montré que ce type de tombeau renvoie également au culte des héros, et pour Auguste, que son mausolée prouvait qu'il entendait conserver, comme Kraft et Richard l'avaient dit avant lui, conserver à Rome son statut de capitale de l'Empire, puisque sa tombe était à l'endroit, contrairement à ce qui avait été dit et répété à propos d'Antoine pendant la guerre civile. Enfin, ce mausolée devait être l'une des merveilles du monde, à l'instar du mausolée d'Halicarnasse, dont il a pris, dans le langage des Romains, le nom. On disait le mausoleum pour parler du tombeau d'Auguste. Tout cela est parfaitement juste. Mais il y a un aspect qui n'a pas encore été souligné. Des auteurs ont rappelé le parallélisme établi dans la poésie entre l'apothéose des héros du passé, Romulus et Énée, comme par exemple Jean-Claude Richard dans l'article indiqué, mais ils n'ont pas fait allusion au type de tombeau lui-même qui était en cause, ce tumulus, cette tombe formée d'une levée de terre retenue par un mur circulaire, qui renvoie à la tombe de l'époque archaïque en fait. Lorsqu'on relit au 5e chant de l'Énéide, à partir des vers 42, l'évocation qui est faite de la célébration de la commémoration de la mort d'Anchise, père d'Énée, on découvre qu'il est toujours question de tumulus. Ce tumulus n'est pas une simple tombe, comme le traduit Jacques Perret. Comme au livre 6, où le poète évoque la déposition des cendres de Marcellus dans le tumulus, cette fois-ci le tumulus d'Auguste, le mausolée, celui-ci, celui du père d'Énée, est un tertre. Et d'ailleurs, Énée donne ses instructions aux Troyens à partir du tertre du tumulus, ex agere tumuli, écrit-il, où le terme aguerre fait clairement allusion à la levée de terre caractéristique du tertre funéraire archaïque, archaïsant, comme on le trouve par exemple à Cervetri, en Étrurie méridionale. D'autre part, le tumulus n'est pas la seule forme qui renvoyait aux rois et héros du passé. On voit qu'on tâtonnait à l'époque dans plusieurs directions, si vous voulez. À l'époque d'Auguste, entre 18 et 12 avant notre ère, le préteur Gaius Cestius Epulo se fit construire une tombe en forme de pyramide devant la porte Saint-Paul. Une quinzaine d'années après la chute d'Alexandrie, Cestius empruntait à l'Égypte mythique et à l'égyptomanie de l'époque la forme de son tombeau. Encore une façon d'héroïser le défunt. Le tumulus n'est donc pas seulement une allusion faite à l'héroïsation, à Alexandre le Grand, au mausolée d'Halicarnasse. C'est également une forme archaïque de tombe, et c'est ça peut-être qui est le plus intéressant.
Les triomphateurs romains et leurs descendants, depuis Scylla au moins, se font enterrer comme des héros de l'époque archaïque, comme Anchise et Énée. La référence à l'Iliade est évidente. Voilà pourquoi Auguste a fait construire dès 28 avant notre ère, donc au tout début de sa prise du pouvoir, un grand tumulus circulaire au champ de Mars. Et voilà pourquoi aussi on construisit, par exemple, pour Drusus, un tumulus, un cénotaphe, un tumulus funéraire à Mayence, et bien plus tard, sur l'autre rive du Tibre, le fameux château Saint-Ange, c'est-à-dire le mausolée des Antonins. Toujours des mausolées, des tombes à l'archaïque. Les funérailles telles que Sylla et ses successeurs les ont célébrées étaient donc des funérailles héroïques, à l'imitation de celles de l'Iliade et plus tard de l'Énéide. D'ailleurs, sur la Via Appia, vous vous rappelez le cours de l'an dernier, on visitait les prétendus tumuli des Horaces et des Curias qui furent restaurés à l'époque d'Auguste et qui témoignent de la manière dont les contemporains se représentaient les tombes des origines romaines avec lesquelles ils renouaient. Comme les cérémonies de crémation faites sur des bûchers imposants doublaient en quelque sorte la durée des funérailles, il ne faut pas l'oublier, et permettaient de témoigner de sa richesse, l'aristocratie romaine se mit à célébrer depuis le 1er siècle avant notre ère ce genre de funérailles. Ils n'étaient pas les seuls, et c'est ça à nouveau cela qui est intéressant. Un peu partout, en Italie et jusque dans les provinces septentrionales, des tumuli circulaires commencèrent à pousser. À Grottarossa, sur la Via Flaminia, c'est le numéro 7 de ce tableau, à Marcigliana, sur la Via Salaria, c'est le numéro 10 sur ce tableau, au nord de Rome, en Émilie-Romagne, à Reggio, à Santa Vittoria d'Alba, donc on est déjà près des Alpes, et nous avons partout les mêmes tumuli, plus ou moins grands d'après la richesse et l'austérité de la famille. Hors d'Italie, nous trouvons ces tumuli à Augst, devant la porte de la ville. Vous voyez, un beau tumulus qui est là. Voilà un plan devant les murailles. À Saint-Paul, Trois-Châteaux, en Provence. Il est maltraité par le temps, mais il est parfaitement là. Il est toujours de cette époque. Ou à Autun, c'est celui-là. Et enfin, dans la cité des Trévires, à cet endroit où vous voyez que vous avez tout à fait le tombeau des Horaces et des Curias ou celui d'Auguste sous une forme un peu réduite. Et puis, vous l'avez vu aussi, à Goeblange-Nospelt, Notre-Dame également est enterrée, comme ses compagnons dans les autres tombes, sous des tumuli. Toutes ces tombes en tumulus datent presque toutes du 1er et du 2e siècle de notre ère. Il n'est pas audacieux de supposer que, même s'il s'agit d'une tradition régionale en Gaule, notamment entre le Rhin et la Meuse, il semble, la coutume s'est diffusée très fortement à partir du 1er siècle avant notre ère et à partir de l'Italie, à partir de Rome. Mais il ne s'agit pas seulement d'une simple imitation d'une mode romaine. Les traditions locales des tertres funéraires existaient auparavant, je l'ai dit, par exemple entre la Meuse et le Rhin, vers le Rhin moyen, mais cela se termine, notamment chez les Trévires, vers 250 avant Jésus-Christ. Donc c'est une vraie réinvention, une renaissance. Donc même s'il existait une tradition locale, celle-ci a été, elle aussi, reprise. Elle a été reprise un siècle et demi plus tard, au moins. Et le mobilier lui-même des tombes n'est pas banal. Il ressemble à celui des périodes plus anciennes, celle de Hallstatt, 5e, 4e siècle avant notre ère, ces riches mobiliers de banquet très compliqués et très riches, comme Jeannot Metzler l'a souligné dans son ouvrage. Une remarque que l'archéologue avait faite déjà avant de fouiller la tombe de cette dame
en publiant le tumulus d'un autre aristocrate de la zone du Titelberg à Clémency, mais qui est plus ancien, d'une génération déjà. Et la chambre funéraire, pourtant, vous voyez de nouveau un tumulus, là on arrive à peu près déjà à l'époque de Scylla, ou juste après, mais les nouvelles allaient vite chez les Trévires qui étaient très liés à la Méditerranée, à la Narbonnaise et aux Romains, et ils ont certainement tout de suite compris ce qui se passait et ils se sont lancés dans la même renaissance archaïsante. Donc vous avez la chambre funéraire comme chez la dame de gueux blanche, le tumulus. J'attire aussi votre attention sur le fait qu'il y a des fosses à offrandes déjà ici, en marge du tumulus. Et puis là, vous avez le bûcher et tout ce qui s'y rapporte. Et cette tombe, évidemment, voilà une photo au moment de la fouille, justement le coffrage de la chambre funéraire est conservé au moins par terre, n'est-ce pas? Malgré la fouille, le pillage dans l'Antiquité, elle était aussi riche que celle des autres tombes que je vous ai montrées. Et ce tumulus prouve donc que la référence au passé mythique est antérieure à l'occupation romaine. On peut donc avancer l'hypothèse qu'il s'agit d'un mouvement général qui traverse les élites de tout le monde antique, méditerranéen, jusque dans les provinces septentrionales, les régions septentrionales, vers le milieu du 1er siècle avant notre ère. Étant donné la contemporanéité de tous ces phénomènes, on serait tenté de conclure que les élites, sous l'influence des royaumes hellénistiques, qui eux-mêmes devaient se référer à Homère et qui utilisaient aussi le tumulus comme tombe héroïque, ont imaginé à ce moment-là, IIe siècle avant notre ère, mettons, un mode de funérailles héroïque qu'ils liaient aux tombes de leur propre époque archaïque, dont ils voyaient encore la masse autour des villes. Et en même temps, ils ont réinventé la crémation. Les textes ne nous en disent absolument rien, c'est un de ces mouvements de masse dans les élites, mais dont les textes n'ont pas grand-chose à nous dire, mais on peut calculer que ces funérailles étaient certainement, comme je l'ai dit, plus spectaculaires que les simples inhumations. Les tombes se distinguaient en outre des autres tombes par leur forme et par leur masse. Le seul indice relativement mince à tout cela provient d'un texte très tardif de Macrobe, qui écrit au début du Ve siècle, et qui atteste que dans les textes d'autrefois, dit-il, dans les textes des Romains qui nous intéressent, on considérait comme un honneur d'être incinéré. Donc ça peut éventuellement laisser supposer qu'il connaissait l'arrière-plan de tout ce mouvement. Et comme il fait allusion à la période où cet usage s'est perdu, on comprend qu'il parle en fait de la fin de la République, au début de notre ère, au 1er siècle de notre ère. J'ai mis en exergue de ce cours une citation de Madame Hildegard Kanzig-Lindemeyer, suivant laquelle le contexte propre du rituel, semble-t-il, écrit-elle, est celui de la vie civile. Il ne constitue pas un espace isolé ou fermé qui serait déterminé par la magie, l'animisme ou le primitivisme. Fin de la citation. C'est ce principe que, fidèle aux méthodes de l'anthropologie religieuse, j'ai tenté d'observer tout au long de l'analyse que j'ai menée des rites funéraires dans l'ouest de l'Empire romain. Cette analyse s'enracine dans la conviction qui est la mienne et qui est dérivée d'autres études, à savoir que le fondement des activités religieuses des Romains réside dans les obligations rituelles qui transmettaient aussi, implicitement, un certain nombre d'énoncés sur leur représentation ancestrale. Nous avons refusé, par exemple, l'opinion de Franz Cumont que les rites funéraires étaient des survivances de rites remontant à la primitive sauvagerie des Romains, ou des anciens en général. Une appréciation que beaucoup de ses contemporains partageaient et qui, de ci, de là, encore accourt de nos jours. Nous avons également refusé de prendre les spéculations sur l'immortalité des grands hommes ou celle de l'âme comme l'élément central de la vision des morts qu'avaient les anciens. L'examen des sources sous l'égide de recherches récentes a confirmé que ce sont là des spéculations qui restent isolées
et qui, appliqués aux grands hommes, ne correspondent en outre pas aux conceptions chrétiennes et modernes de l'immortalité de l'âme. Les anciens paraissent avoir privilégié une conception de la mort qui l'assimilait à une non-existence, laquelle ne pouvait cesser que temporairement par l'intervention d'un passant ou d'un proche. C'est cette intervention qui ressuscitait la mémoire du défunt et lui accordait un semblant d'existence. D'où aussi l'attachement aux rites funéraires, qui garantissent aux mânes des défunts une survie temporaire, tant que leur mémoire est cultivée d'une manière ou d'une autre, et qui leur confère dans la société des vivants une place, certes, bien particulière, mais qui a le mérite d'exister. Entre cette représentation ancestrale et les spéculations philosophiques, il n'y a pas contradiction, mais complémentarité. Rien n'obligeait ce monde, qui ne connaissait pas la révélation, à adopter une vérité unique et déclarée définitive. Diverses vérités pouvaient coexister sans se détruire réciproquement. On peut préférer telle ou telle vérité à tel ou tel moment, dans tel ou tel contexte, mais personne n'est obligé de choisir une position plutôt que l'autre, une fois pour toutes. Et au fond, on en revient toujours là. Pourquoi les anciens devraient-ils croire en l'immortalité de l'âme et agir en conséquence? Pourquoi n'auraient-ils pas le droit à l'altérité? J'ai déjà eu l'occasion de poser ces questions et je ne veux plus y revenir longuement. Mais vous constatez que le débat d'idées nous force sans cesse à réaffirmer ce principe. Dans les rites funéraires tels que les textes littéraires, les inscriptions et les fouilles de nécropoles les révèlent, c'est plutôt la conception traditionnelle de la mort comme fin presque absolue qui est énoncée. De manière implicite, les rites confèrent à l'individu décédé une place juridiquement définie et qui lui est propre dans la société. Cette place est caractérisée par un certain nombre de traits que les rites transcrivent en gestes et en signes. Avant de rappeler de façon synthétique tout ce que les recherches récentes ont apporté de ce point de vue, je voudrais souligner que l'enquête n'a pas seulement révélé l'altérité des pratiques et conceptions religieuses romaines, mais elle a encore éclairé les pratiques religieuses les plus privées des individus. À l'exception de quelques funérailles publiques de princes, les rites qui ont été examinés ici sont ceux que les familles et les individus pratiquaient et subissaient au moment de la mort, quand ils étaient seuls avec eux-mêmes. Et dans les services publics, il n'est pas question d'autre chose. Il existe des degrés de solennité et des rites spécifiques à la sphère du politique, mais au fond, le traitement de l'homme d'État décédé en tant qu'individu est le même que celui du simple citoyen. C'est seulement un peu plus solennel. Les rites funéraires constituent donc un observatoire privilégié pour analyser la religion individuelle des Romains. Et les conclusions auxquelles nous avons abouti sont homologues à celles que l'étude des rites du culte des dieux a permis d'établir lorsque nous étudions la religion, la cité et l'individu. C'est toujours par rapport à ce monde-ci et au groupe humain de ce monde-ci que les rites définissent la place de l'individu. La démarche que nous avons suivie était simple. Nous avons comparé les données extraites des textes littéraires et celles qu'apportent l'épigraphie et l'archéologie. Pour ce faire, nous avons pratiqué un choix parmi les nécropoles récemment fouillées, conformément aux méthodes qui se sont développées depuis une vingtaine d'années. Notre choix était forcément limité par le temps, mais les exemples que nous avons utilisés sont représentatifs des percées que les méthodes actuelles permettent de faire. Pour ce qui est des sources littéraires, nous avons convoqué les grands textes afin d'en extraire un certain nombre de données qui étaient ensuite confrontées avec les acquis de l'archéologie, ou plus exactement avec les structures archéologiques dégagées suivant les méthodes de l'archéologie du rituel, mais aussi avec le témoignage des inscriptions funéraires qui souvent précisent les données dans le temps et dans l'espace. L'interprétation des textes de Cicéron ou des dictionnaires romains n'a pas fait l'objet de corrections majeures. Ce n'est que pour le Novem Diale Sacrum, le sacrifice du 9e jour,
que nous avons réaffirmé après avoir opéré un nouveau contrôle, ce qu'il avait déjà été dans des travaux antérieurs, à savoir que si l'on n'est pas dans le contexte de grandes funérailles publiques en vue desquelles les corps étaient embaumés et exposés pendant un certain temps en fonction de la solennité des rites, il ne peut être question d'une exposition des corps au domicile pendant 8 jours, 7 ou 8 jours. Divers textes le confirment. Nous avons d'autre part rassemblé un certain nombre de descriptions de rites qui avaient tous pour objectif de traduire la distance entre les vivants et les défunts et décrivaient l'altérité de ces derniers. Les Romains exprimaient fréquemment cette altérité par une inversion de comportement, de vêtements et de gestes. Cette attitude semble avoir été, d'après les sources littéraires, l'une des marques des rites funéraires. Dans le monde romain, le défunt n'était pas un bienheureux siégeant au ciel et attendant d'y accéder. C'était un membre de la famille qui demeurait sur terre et était infréquentable pour toujours et potentiellement dangereux pour l'intégrité des vivants. Et c'est cela qu'on établissait en le fréquentant, justement. D'autre part, nous avons à nouveau dégagé le schéma directeur des rites funéraires tels que les textes du 1er siècle avant et du 1er siècle après notre ère les décrivent. Il ne peut être question de vouloir retrouver tous les éléments du texte de Cicéron dans les fouilles de nécropoles. Car comme toujours, entre l'archéologie et les sources écrites, qu'il s'agisse de textes normatifs, de récits, de descriptions ou de définitions de dictionnaires, il existe un écart dont il faut tenir compte. Les rites décrits reflètent un moment de l'évolution des rites funéraires romains qui ont pu changer une ou deux générations plus tard. Ou même, il est possible qu'à la date à laquelle ces textes furent rédigés, les rites aient déjà été quelque peu différents. Car, il faut le répéter, ce ne sont pas des rites qui sont prescrits par une autorité religieuse centrale ou ceux qui ont cours dans une famille, mais ceux qui ont cours dans une famille, une région, à une époque donnée. Ceci dit, l'ensemble des textes examinés permet de reconstruire un certain nombre d'actes et de gestes qui semblent être toujours présents dans la suite des séquences des funérailles et du culte funéraire. 2 moments sont décrits. En ce qui concerne les crémations, un premier acte est accompli auprès du bûcher, un sacrifice est offert à une divinité, qui n'est pas une divinité infernale, et un partage des offrandes est fait entre cette divinité, le défunt, et ceux qui célèbrent l'enterrement. L'offrande faite à la divinité devait être offerte sur un autel portable ou sur un petit bûcher installé à même le sol, la part du défunt ou de la défunte étant placée sur le bûcher avec des parfums, de l'encens, du vin, du lait, des légumes, des fruits, une monnaie, des couronnes de fleurs. La famille, de son côté, consommait sa part sur une table, une réelle table cette fois-ci, placée près du bûcher pendant que le feu brûlait. Tout cet appareil rituel, les fouilles le retrouvent à Rome, en Italie et dans les provinces dont nous avons examiné les modes de sépulture. Mais comme toujours, il existe des variations en fonction du lieu, de l'époque et du groupe chargé des funérailles. Car cette vaisselle se retrouve dans les dépositions des ossements de la personne incinérée et dans les fosses à cendres. Il semblerait que les plats d'aliments solides l'emportent dans les dépositions, les premières dépositions, sur les vases à liquide. Certaines nécropoles déposent des lampes sur le bûcher, d'autres non. Des flacons à parfum aussi sont tantôt attestés, tantôt non. Ces variations peuvent traduire d'autres choix qui n'impliquent toutefois pas forcément l'absence de telle ou telle composante des rites. On peut décider de faire les libations en versant du vin ou du lait sur le bûcher, on peut faire couler le parfum sur le défunt attendant d'être incinéré sans déposer les vases en question ou utilisés sur le bûcher. Le rite n'en a pas changé pour autant. Il convient donc d'être prudent avant de conclure immédiatement à une modification des rites quand il n'y a pas de vase à parfum dans les tombes. Dans les funérailles à inhumation, toute cette partie du rituel, je l'ai dit, manque, évidemment, et elle est remplacée par des rites célébrés au moment de la déposition des corps. Les textes n'en disent rien, mais l'archéologie montre que le corps était déposé avec un certain nombre de vases et d'aliments qui renvoient à un partage du même type que celui qui est fait au moment de la crémation.
Seulement ces offrandes sont séparées d'autres offrandes et se distinguent par le fait qu'elles concernent des parties de victimes. Ces aliments sont l'équivalent des aliments brûlés sur le bûcher. Si mon raisonnement est correct, les aliments partagés sont reliés à la constitution du tombeau et donc à la légitimité en droit sacré du tombeau, pour le dire en termes romains. Conformément à ce que Cicéron et Festus écrivent, le tombeau acquérait sa légitimité au moment où le sacrifice était offert et un os ou des ossements déposés dans la terre. C'est ce que les restes du bûcher qui sont déposés sous terre, dans un ossuaire ou dans une fosse complémentaire, mettent en scène. Le même acte est réalisé par la déposition de parts de victimes sur une banquette aménagée à côté du cercueil des inhumés. On peut se demander si les dépositions secondaires des tombes à crémation répétaient explicitement une référence à ce premier sacrifice. C'est tout à fait possible. Frédéric Blaiseau et Valérie Bell ont tenté de reconnaître les détails de cette étape du rite. Nous avons vu que les dépôts de parts de viande sont effectivement effectués au moment de la déposition des cendres. Ce sera en tout cas un point à observer de près dans de nouvelles fouilles et à confirmer ou à préciser. Un détail ne doit évidemment pas être oublié. Les dépositions de vaisselle et d'aliments déposés sur cette vaisselle constituent un ensemble de signes qui se réfèrent au sacrifice banquet fondateur du tombeau. Mais ce n'est qu'un appareil de signes. De nombreuses tombes ont mis en évidence que cet appareil pouvait être allégé. Dans le dispositif sacrificiel des Romains, il existe toujours la possibilité de remplacer la référence lourde et explicite, forcément solennelle, chère et longue, par un raccourci rituel, la libation d'encens et de vin. Autrement dit, rien n'empêchait une communauté de remplacer le sacrifice sanglant par l'offrande d'encens, de vin, et éventuellement même de parfums et de fleurs. Une offrande qui, comme la viande, le vin, les parfums et les fleurs, renvoyait au banquet, aux deux services du banquet, le premier service composé de viande, le second service, le symposium, où l'on consomme du vin, se parfume et se coiffe d'une couronne de fleurs. Ceci ne change rien à la portée de l'acte effectué. La libation est un simple signe de ce que l'acte réalise, la célébration de la supériorité immortelle d'une divinité et de son partenariat avec les mortels. Ici, il souligne par la modalité du sacrifice et du banquet les statuts désormais opposés des défunts et des vivants, et notamment à travers ce symbole du banquet. Et le banquet n'énonce rien de plus, sauf qu'il le fait de façon solennelle et dispendieuse. La simple libation peut résumer cela en quelques gestes. L'obligation religieuse consiste dans la sanction sacrificielle de la fondation d'une tombe, non pas dans telle ou telle forme de sacrifice, à moins qu'une famille ou un groupe social le veuille absolument. Ils disent on ne peut pas enterrer sans sacrifice de porc ou de poule ou de tout ce que vous voulez. Cette possibilité rituelle explique que dans une même nécropole, certaines tombes n'aient pas de mobilier, qu'à partir du IIe siècle de notre ère, le mobilier est généralement tendance à disparaître des tombes, ou bien que des familles pauvres recourent à cette absence, non-déposition de mobilier. Cette disparition, quelles que soient ses raisons, ne traduit nullement une perte de la foi ou l'adoption d'une autre religion ou idéologie, mais un changement dans les modes d'exécution des mêmes rites. Pour prendre un exemple chez nous, ces choix correspondent à ceux qui concernent, par exemple, l'ornementation des sépultures par des objets ou images en porcelaine, très variables selon le lieu et l'époque, totalement absents ici, surchargeant les tombes là. Le deuxième acte consiste dans la fermeture de la tombe. Les textes nous apprenaient que cela se faisait après une période de 7 ou 8 jours, par exemple au 9e jour. Ce délai a pu être adopté progressivement dans le reste du monde occidental, comme le prouve son attestation en Afrique romaine. Mais une fois de plus, le délai en question n'était pas un commandement religieux, au sens où nous l'entendons.
qu'il nous suffise de noter qu'il y avait un délai entre la déposition et la fermeture définitive de la tombe. La recherche future devra également tenter d'établir si les tombes restaient ouvertes pendant un certain nombre de jours ou si des dépôts conclusifs étaient réalisés immédiatement après la déposition de l'ossuaire, du corps et des éléments de banquet relatifs à la fondation du tombeau. Il faudra essayer de voir un peu plus clair dans ce domaine et peut-être que certaines tombes nous le permettront. Un autre problème qui doit encore être approfondi est celui des prélèvements d'ossements effectués lors des dépositions, une pratique qui se retrouve dans tout l'Occident romain. Le poids des restes des crémations est très réduit en général, mais ne l'est pas forcément, on l'a vu. On peut avoir des poids d'ossements très élevés. Les bûchers sont apparemment bien nettoyés, de sorte que ce n'est pas dans les cendres des bûchers collectifs que seraient les ossements manquants. En revanche, comme Frédéric Blaiseau le propose, ce qu'on appelle les fosses à cendres, qui sont disposées autour des tombes, pourraient contenir le reste des ossements. Dans la tombe même, il s'agirait, en quelque sorte, une fois de plus, d'une présence symbolique, et dans les fosses à cendres aussi d'une inhumation d'ossements conforme aux règles mentionnées par Cicéron. Le dernier dépôt que j'associerai au rite de clôture du tombeau se distingue des dépôts précédents en ce qu'il contient, dans un certain nombre de cas, des animaux complets, dans d'autres, une vaisselle relativement nombreuse. Les animaux sont déposés à côté du cercueil, mais à un autre endroit que les offrandes premières. Dans les tombeaux à crémation, la vaisselle à solide est déposée au-dessus ou autour des ossements, parfois sur une étagère, elle-même coiffée d'une deuxième étagère destinée au vase à liquide, ce qui pourrait à nouveau renvoyer aux deux temps rituels du banquet, au temps de la viande d'abord, à celui du vin ensuite. Mais comme les tombes contenant des animaux entiers le prouvent, cette fois-ci, il s'agit d'offrandes en holocauste, qui sont soit entièrement brûlées ou entièrement ensevelis. Vous avez vu des corps entiers d'animaux à côté de certains cercueils ou au-dessus de certains cercueils. Une fois de plus, certaines tombes renvoient à l'offrande sans partage faite au dieu Man du défunt ou de la défunte. D'autres n'y renvoient pas, en tout cas pas explicitement, puisque de toute façon, l'indication n'était pas nécessaire. Tous savaient ce qu'était un sacrifice au dieu Man. Enfin, l'étape ultérieure, bien décrite par les sources littéraires et épigraphiques, le culte funéraire périodique, commence maintenant à être attestée archéologiquement, depuis que les fouilleurs savent ce qu'il faut chercher. On retrouve ainsi des dispositifs de libation, des fragments d'offrandes tout autour des tombes, où l'on distingue aussi parfois des salles de banquet maçonnées, ou du moins des espaces destinés à accueillir des couches temporaires pour la famille célébrant les siens. Certaines fouilles ont réussi à établir la permanence des commémorations annuelles et même l'accession d'une défunte au statut de divinité. Dans certaines nécropoles, il n'y a d'autres traces que les conduits de libation. Dans d'autres, on trouve des petites fosses avec des ossements d'animaux calcinés et parfois une monnaie. Autant de découvertes récentes, parfois spectaculaires, qui invitent tous les archéologues à scruter avec attention les couches supérieures et les environs des tombes qu'ils fouillent. Avec un peu de chance, ils réussiront à confirmer et à préciser ces premières données. Quelle était donc, en fin de compte, la représentation de la mort que se faisaient les Romains, d'après tout cela? Nous avons relu les textes principaux pour constater que les anciens n'étaient pas obsédés de l'idée de l'immortalité de l'âme. Même si ce type de spéculation existait, il ne concernait pas nécessairement la survie immortelle de l'âme individuelle, semblable à celle des chrétiens, mais plutôt l'apothéose. Une divinisation particulière, d'ailleurs, même pour les empereurs, qui étaient loin d'en faire l'équivalent des dieux, comme nous l'avons fréquemment constaté dans les cours précédents. Des défunts, ou plutôt des défuntes, étaient assimilés à des divinités, comme près de Xanten. Vous vous rappelez, on a vu cette inscription
au début du cours, la Dea Domina Rufia Materna, la déesse maîtresse Rufia Materna. Ou bien elles recevaient, d'après les inscriptions, les traits d'une déesse, comme par exemple ceux de Vénus pour Claudia Semna, figurare in ou venerare in formam veneris ou deorum. Mais deux éléments pour Claudia Semne sur la Via Appia. Mais deux éléments particuliers sont à noter et sont très intéressants ici. Le premier est que déesse maîtresse Rufia Materna à Xanten, ou Claudia Semne et d'autres défuntes divinisées, d'après les inscriptions, continuent à recevoir le culte funéraire habituel aux dates canoniques des fêtes des morts, au Parentalia par exemple. On dit elles sont divines, elles sont représentées sous les traits de déesses, c'est notre déesse Materna, etc. Mais on lui célèbre un sacrifice, quel sacrifice? Le jour de la fête des morts. Ce paradoxe que j'ai relevé quand nous avons lu ces textes traduit l'hésitation qui était celle des anciens sur le statut véritable de leur défunte. Était-elle vraiment une déesse ou simplement une défunte bénéficiant d'un statut particulier? C'est-à-dire, est-ce que leur décision familiale de traduire par des signes, par le culte, un statut divin pour cette femme qui était autre chose qu'une simple partie des dieux mânes, est-ce qu'elle allait jusqu'au bout? Est-ce qu'on pouvait vraiment être sûr que c'était cela? Ou est-ce que c'est simplement que la défunte participait ainsi à un séjour privilégié dans le monde assez triste des dieux mânes, protégée par exemple par une divinité dont elle aurait les traits? Il y a d'autre part les représentations de défuntes sous les traits de Vénus, comme ces statues assez pathétiques de dames romaines d'un certain âge qui ont un corps de Vénus. Et il faut vous représenter Claudia Semne de cette façon-là, donc une dame relativement âgée qui a un corps de jeune déesse. Les portraits des deux dames excluent qu'il puisse s'agir de la déesse elle-même déjà, parce qu'on ne voit pas que Vénus ait ce genre de tête. C'est vraiment des portraits souvent réalistes, il y en a d'autres qui sont encore plus parlants que ceux-là. Donc, ce n'est pas la déesse elle-même, ce n'est pas la même chose que Vénus, tout simplement. C'est toujours elle. Si je raisonnais pour essayer de comprendre ces images, en suivant la pente de la théologie polythéiste romaine, j'appellerais les figures que vous voyez, mettons qu'il s'agit de Claudia Semne ou Iulia Helpis, je les appellerais Claudia Semne ou Iulia Helpis représentées avec sous les traits de Vénus, in forma veneris. Soit, et ça veut simplement dire qu'elle adopte les traits de Vénus, soit que les Romains auraient appelé ce que les Romains auraient appelé la Vénus de Claudia Semne ou de Iulia Helpis. Je songe à cette forme en partant de la figure du genius, du génie, ou de la Juno, la Junon d'une personne, qui représente le double divinisé de cet homme ou de cette femme. Et la Vénus de ces dames, ainsi représentée, serait une représentation divinisée de leur double divin, qui serait du même type que la Concordia de certaines matrones qui figurent sur des tombeaux du début de notre ère, ou même de la Concordia de Néron qui figure dans des protocoles officiels. Cette forme divine exprimerait une vertu de la défunte qui aurait toujours vécu en concorde avec son époux. Et la concorde de Néron, à laquelle les frères Arval sacrifient à la place de son genius, exprime sa bonne entente passagère avec sa mère Agrippine. Ces figures divines seraient homologues au genius ou à la Juno, qui sont beaucoup plus communs, et représentent une qualité de la défunte. Ces Vénus constituent la manière dont la déesse Vénus
se réalise dans des individus. Vous admettrez aisément que nous sommes loin de l'immortalité de l'âme telle que nous la concevons. Et encore, ça se rapporte plutôt à ce monde-ci et à la vie de la dame plutôt qu'à l'au-delà, une fois de plus. Ce sont vraiment des représentations assez paradoxales. En général, les poèmes funéraires, rappelez-vous, évoquent plutôt la non-existence du défunt ou de la défunte, ou plutôt ils demandent aux vivants de garder la mémoire de ce qu'ils étaient quand ils étaient en vie et de célébrer leur mémoire par des rites funéraires appropriés, ne fût-ce que par un moment d'attention et un grain d'encens ou un petit fruit qu'ils déposeraient sur leur mensa. Bref, les défunts demandent ce qui peut leur garantir une faible survivance dans les mémoires. C'est pourquoi j'ai parlé de quasi-non-existence. C'est une non-existence ou par intermittence coupée de brèves périodes d'existence dans la mémoire des passants. Or, le dispositif rituel que ces leçons ont tenté de mettre en évidence et d'analyse me paraît viser le même objectif. Il s'agit d'un appareil de signes qui s'exprime par des paroles, des gestes, des objets, lesquels renvoient tous au statut qui est désormais celui du défunt. Nous avons conservé quelques-unes de ces paroles dans des descriptions poétiques, mais ce sont avant tout des gestes et les objets tels que les révèlent les fouilles bien conduites qui nous permettent de reconstituer les énoncés de l'appareil rituel muet, n'est-ce pas? C'est toujours implicite. Cet appareil livre une représentation ancestrale de la mort et du statut des défunts qui rejoint, si nous l'explicitons, la représentation transmise par la grande majorité des textes écrits. Ce que disent les rites principaux de manière implicite, c'est que le mort entre désormais dans une existence qui est le contraire de tout ce qui constitue le monde des vivants et de tout ce qu'il a été de son vivant. L'appartenance des défunts à la société, à la famille, au rang et à la place qui était le leur est maintenue, mais d'une manière particulière. Ce qui reste dans ce monde, outre leurs ossements ou leur corps, c'est leur souvenir et leur tombe dans laquelle et autour de laquelle est mise en scène leur altérité profonde, leur non-appartenance au monde des vivants, autrement dit, leur non-existence, est le lieu où tout cela s'énonce. De nombreux rites que nous avons relevés rejoignent les témoignages écrits pour énoncer que les morts sont autres. Ils mangent autrement, vivent ailleurs, leur lumière est une non-lumière, comme l'expriment les lampes posées à l'envers. Il doit y avoir des manipulations très particulières quand on allume ces lampes et sans doute on les éteint. J'essaye de comprendre. On leur jette les offrandes par terre ou dans une fosse et l'on ne peut avoir avec eux un commerce dans la vie normale. Il y a des moments pour cela, des périodes de temps pendant lesquelles on revit rituellement le temps du deuil, les parentalia, pour faire ce chemin qui dissocie les vivants des morts. C'est ce détail rituel qui souligne l'ambiguïté des divinisations privées. Quelle divinité peut être une défunte que les vivants ne peuvent rencontrer que lors des parentalia, au cours d'un cycle de jours qui enlève en même temps la souillure que subissent les vivants pendant le deuil? Car le contact avec les morts souille, comme disaient les Romains. Les morts constituent un risque potentiel pour la famille vivante. Certains d'entre eux sont mécontents de leur sort, soit parce qu'ils sont morts de façon prématurée, soit parce qu'ils ont subi une injustice et ont été punis. C'est pour cette raison que chaque année, au mois de mai, les pères de famille romains offraient de manière très spécifique un sacrifice aux lémures à ces morts mécontents qui viennent terroriser les vivants. C'est pour cette raison aussi que les rites funéraires romains mettent systématiquement en scène l'altérité des morts, et dans certains cas pratiquent même lors des funérailles et jusque sur les corps de certaines personnes des rites de défense. Toutes ces pratiques construisent une même image de la mort et des morts qui est de ne plus être de ce monde, tout en continuant d'y participer un peu. Ce qui est passionnant, c'est que l'analyse des rites funéraires ait attesté ces pratiques dans l'ensemble du monde occidental, indépendamment du lieu et des traditions locales. Mon approche des rites funéraires dans l'Occident romain au cours du 1er siècle avant
et des 3 premiers siècles de l'Empire s'est faite à partir des sources écrites et archéologiques concernant l'Italie et Rome. Les travaux de Valérie Bell et de Frédéric Blaiseau prouvent que cette démarche n'est pas absurde, puisqu'elle leur a permis de donner une interprétation globale des rites observables dans les nécropoles du midi de la France. Et même dans le nord et le nord-est de la Gaule, cette approche produit des résultats. Ce qui ne veut pas dire que les données locales ont été pressées dans un moule romain. À Rome et dans les cités romaines, les colonies ou les municipes romains ou de droit latin, le schéma rituel dégagé instituait une légitimité conforme au droit sacré romain qui protégeait les droits des défunts et distinguait strictement les morts des vivants. Mais ceci n'interdisait nullement à ceux qui le voulaient de nuancer ce cadre légal très général et d'y ajouter d'autres éléments. Et s'il s'agissait de cités pérégrines, étrangères, rien ne les empêchait de maintenir leurs propres coutumes. Si l'archéologie constate une évolution et un rapprochement avec les coutumes que nous pouvons qualifier de romaines, elles furent le fait de ces étrangers et non des pressions romaines. Je peux imaginer, par exemple, que dans le cas d'un procès concernant le statut et la protection d'un tombeau en province, le gouverneur consulté ait pu conseiller à une cité étrangère de se doter d'un appareil légal concernant les tombes semblable à celui des Romains. Mais c'est tout ce qu'il pouvait faire et ce qu'il voulait faire. C'est sans doute également parce que dans les sociétés dites traditionnelles et ritualistes, les manières de représenter la mort ne sont pas infinies et qu'elles se ressemblent forcément d'une civilisation à l'autre, que l'on retrouve cette fusion de traditions romaines et provinciales très rapidement à partir du 1er siècle de notre ère. L'étude de ces évolutions typiques des sociétés ritualistes dans lesquelles elles sont possibles sans reniement majeur serait passionnante, mais pour la réaliser, il faut des documents nouveaux et encore des documents et des études archéologiques orientées vers cet objectif. Pour l'heure, on se trouve au début de cette aventure et je suis persuadé qu'elle va continuer. Sur tel ou tel point, les observations et questions présentées ici seront corrigées par de nouvelles fouilles et de nouvelles publications. Nul ne sera surpris. C'est ainsi qu'avance la recherche. Ce que ce cours entendait faire, c'est de tirer certaines conclusions dans l'état actuel des connaissances et ouvrir quelques perspectives pour les enquêtes futures. Si j'y ai réussi un peu, je juge que la mission est remplie. Je vous remercie.